Depuis l'Antiquité, les Chinois décrivaient le monde et l'univers englobant ce que l'on observe dans le ciel et sur la terre. Il existait 3 modèles cosmologiques différents dans la Chine ancienne, et ils ont été en vigueur pendant longtemps. Ces modèles décrivant la forme de la Terre étaient similaires aux cosmologies d'autres grandes cultures anciennes. L'astronomie chinoise s'est perfectionnée pendant plus de 3000 ans. Avec les observations des astres, les Chinois ont identifié les étoiles depuis 1300 avant Jésus-Christ. Les enregistrements détaillés des observations ont commencé au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les Chinois ont été décrits comme les observateurs les plus persistants et les plus précis des phénomènes célestes, avant les astronomes islamiques. En outre, il y a eu des influences de l'astronomie indienne en Chine entre 618 et 907 après Jésus-Christ. Le moine chinois Yi Xing, figure importante de l'histoire de l'astronomie et de la science du calendrier en Chine, également connu sous le nom de maître zen, Yi Xing, pour ses contributions en mathématiques, l'ingénierie mécanique et le développement du calendrier Dayan, qui était principalement basé sur des modèles natifs chinois. Les Chinois calculaient les mouvements des étoiles, mesuraient l'écliptique, le Soleil et la Lune, créaient des calendriers et ont étudié les phases et les cycles lunaires. Tout cela avec la vision du monde de la cosmologie de la Chine ancienne. Cette vision du monde a perduré pendant des milliers d'années et la forme de la Terre n'a pas posé de problème puisque les astronomes chinois, dont beaucoup étaient des hommes brillants, ont continué à penser en termes de monde plat jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par des théories occidentales, et l'arrivée des missionnaires jésuites en Chine. Les 3 principaux modèles cosmologiques en Chine ont démarré à des époques légèrement différentes, mais tous ont bénéficié d'un soutien au fil du temps. 2 des modèles, Huntian et Gaitian, maintenaient un monde plat, avec son relief, comme un disque ou un carré, et les cieux ronds rendus sphériques, hémisphériques ou plats, tandis que le 3e, Xuanye, n'a donné aucune description des formes. Quand les Chinois parlaient de l'univers, pas comme celui qu'on nous enseigne aujourd'hui ou que l'on voit dans les films, ils faisaient référence au ciel et à la terre et aux luminaires que nous voyons dans le ciel, ce qui est observable. Dans leur vision du monde, le monde est un plan, et les corps célestes sont ceux qui bougent. Le Soleil brille successivement sur différentes parties de la Terre, provoquant les décalages horaires. Dans le modèle Gaitian, qui est détaillé dans le Zhubi Suanjing, l'un des textes mathématiques chinois les plus anciens de l'histoire, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais qui comprend du matériel beaucoup plus ancien, et aussi d'autres sources, le ciel est décrit comme plat et parallèle à la Terre. Rappelons que les anciens Grecs concevaient le ciel comme un dôme hémisphérique sur le monde, ou comme une sphère complète autour de lui. Mais les Chinois du modèle Gaitian décrivaient un ciel plat et circulaire, parallèle à une terre carrée étendue. Les mots Gaitian signifient dôme céleste, et Gai est le ciel étoilé en forme de parapluie. Nous verrons plus tard pourquoi. Mais bien qu'ils décrivent le ciel comme plat, il semble courbé. Les Chinois pensaient que l'axe céleste était perpendiculaire entre le ciel et la terre et que son territoire se trouvait à une certaine distance du centre du monde. Le modèle chinois Gaitian a également pris en compte et expliqué les différences de décalage horaire dans le plan. Son ciel et son axe céleste perpendiculaire ont permis de le comprendre, en tenant compte de la limitation de la zone d'ensoleillement, ainsi que de la limitation de la portée de visibilité, à travers ce qu'ils ont observé et le bon sens. Quelque chose de comparable, par exemple, à une torche la nuit qui s'éloigne et n'éclaire qu'une partie. Et quand vous vous éloignez, vous ne la voyez plus. L'horizon était considéré par eux comme quelque chose d'optique, la limite au-delà de laquelle on ne peut plus rien voir. Ils ont développé le système Zhubi Suanjing pour expliquer les phénomènes célestes.
L'un d'entre eux est le décalage horaire, car beaucoup pensent à tort que dans un monde plat et étendu, ce serait la même heure partout. La conception du ciel comme un plan parallèle au monde est l'argument principal, et dans le Shu Wei, il est souligné que le carré appartient à la Terre et le cercle appartient au ciel. Le ciel est un cercle et la Terre est un carré. Wang Chong, astronome, météorologue naturaliste et philosophe chinois, dans le Luneng, un ancien texte chinois classique écrit par lui, datant du 1er siècle après Jésus-Christ, le mentionne plus clairement. Le ciel est aussi plat que la Terre. Les mesures de la hauteur du Soleil et du pôle supposent un monde plat et aboutissent à un ciel qui se trouve partout à 80 000 li, 40 000 km au-dessus de la Terre. Li est une unité de longueur traditionnelle chinoise qui actuellement est standardisée à 500 mètres, bien qu'historiquement sa valeur variait considérablement dans une plus ou moins grande mesure. Ce modèle du ciel de plan parallèle est un instrument qui servait à indiquer les séquences temporelles du cosmos. Cette image est utilisée par exemple dans un poème de Song Yu datant de 300 avant Jésus-Christ. La terre carrée est mon chariot, le ciel rond est mon dôme. Dans le Huainanzi, un ancien texte chinois datant d'avant 139 avant Jésus-Christ, aucune image n'est utilisée, mais il est simplement dit « Le chemin du ciel est appelé rond, le chemin de la terre s'appelle un carré ». À Zhubi, l'expression « Gai Tian », dôme céleste, n'est pas utilisée, mais plutôt l'image d'un chapeau de pluie, dit « Vous pouvez représenter le ciel avec un chapeau de pluie ». Le chapeau représente le ciel, qui bien qu'il l'ait décrit comme un plan parallèle à la Terre, ils l'ont sûrement lié au mouvement, tournant autour de l'axe polaire vertical. Un autre document utilise la même métaphore de l'auvent d'un char ou d'une voiture. Il parle de rondeur et de carré qui représentent le ciel et la terre. Le carré du char doit représenter la terre, la rondeur du dôme céleste doit représenter le ciel. Il mentionne également « Le ciel ressemble à un chapeau pour la pluie qui le recouvre, alors que la terre a un dessin en forme de poil à frire inversé. » Quoi qu'il en soit, dans la partie principale de Shu Wei, on comprend bien qu'il s'agit d'un ciel circulaire, mais plat, parallèle au monde en plan et carré. Dans le modèle Gai Tian, les corps célestes tournent autour du pôle céleste sur des orbites quotidiennes, dans un plan parallèle à la surface de la Terre. Dans ce modèle, ils ont un point subpolaire sur Terre, c'est-à-dire en dessous du pôle céleste. Et l'observateur chinois est localisé au sud, à 103 000 li, 51 500 km, du centre du pôle, à un endroit appelé Zhu. Dans le modèle Gai Tian, il disait que si un observateur pouvait se rendre au point subpolaire de la Terre, il verrait les corps célestes orbitant au-dessus de lui et en cercles autour de ce pôle céleste. Ce pôle serait celui connu sous le nom de pôle Nord, ou centre magnétique de la Terre. Aussi, ce modèle se concentre sur les mouvements du Soleil, qui changent avec les saisons la largeur de son orbite au-dessus de la Terre et autour du pôle. Vu du Shu, qui est le lieu où se trouve l'observateur, le Soleil se déplace également vers la partie opposée du ciel, au-delà du pôle. Les cercles ou trajectoires du Soleil ont également leurs homologues sur Terre. Cela signifie que les tropiques et l'équateur ne sont pas seulement des cercles dans le ciel, mais aussi sur le plan terrestre. Ceci est observé juste en dessous de l'orbite du Soleil aux équinoxes, là où le Soleil est au zénith à midi. Dans le Zhubi Suanjing, ces termes ne sont pas utilisés, mais les points subpolaires et subsolaires sont mentionnés. Dans ce modèle du monde, peut-être, la cosmographie serait identique ou similaire à la géographie. Le Zhubi Suanjing propose de nombreux calculs, mais la mesure de l'altitude du Soleil constitue la base de tous les autres. Une caractéristique essentielle des mesures est ce qu'on appelle la règle de l'ombre, qui peut être exprimée comme suit. Un cun d'ombre en moins tous les 1000 li, 500 km, vers le sud. D'après cet ancien document et ses calculs, le ciel est à 80 000 li, 40 000 km de la Terre. Des calculs de mesure sont évoqués à partir des ombres,
des longueurs, des distances des différents points de Shu, lors des différents solstices et équinoxes. Ils parlent également de mesurer la distance de Shu au point subpolaire, pour trouver l'orbite du Soleil, dans lequel ce pôle est le centre. Ils font également référence à la grande étoile du pôle Nord, qui pourrait être Polaris, ou certains disent que c'était l'étoile Kochab, qui était censée être située à l'époque Han, à une distance angulaire de 8 degrés du vrai pôle. Ils ont calculé le rayon de l'orbite du Soleil au solstice d'été, ainsi que les orbites du Soleil au solstice d'hiver et aux équinoxes. Les orbites du Soleil dans ce modèle forment des cercles complets au-dessus et parallèles à la Terre. Selon les critiques modernes de ce modèle, ils affirment que même s'il est basé sur l'observation, les mesures en lit, résultat des calculs, ne sont pas en accord avec les mesures connues actuellement, du fait que la règle de l'ombre est incorrecte, et que toutes les mesures qui en dépendent sont également erronées. Le principal problème de la règle de l'ombre est que les astronomes chinois ont calculé que le raccourcissement de l'ombre était environ 5,5 fois plus petit. Les anciens astronomes chinois étaient convaincus de la taille énorme de la Terre et du ciel. Selon les critiques, la règle de l'ombre n'était pas basée sur l'observation, mais était interprétée pour faciliter le calcul. Les anciens Chinois ne s'intéressaient pas aux distances réelles, mais au fonctionnement du système de calcul. Un autre élément important du modèle Gaitian est que l'horizon est une illusion d'optique. Wang Chong l'exprime ainsi. Pour les hommes, le ciel et la Terre semblent se rejoindre à une distance ne dépassant pas 10 li, 5 km. C'est l'effet de la distance, parce qu'en réalité, ils ne se réunissent pas vraiment. Que le ciel et la Terre semblent se rejoindre à l'horizon est quelque chose que tout le monde peut observer. Mais ce modèle les décrit comme deux plans parallèles, dont l'union à l'horizon est une illusion d'optique, ce que Wang Chong appelle la distance apparente de l'horizon. 10 li, 5 km, correspond presque à la distance jusqu'à l'horizon dans le modèle sphérique pour une personne dont les yeux sont à une altitude d'1,7 mètre. Ceux d'entre nous qui sont d'accord avec le modèle plan savent que l'horizon est optique et non géométrique, puisque ce que nous pouvons voir dépend de l'effet de la perspective, de la distance, de l'altitude, de la réfraction et des limites de la résolution optique, non pas que l'horizon soit courbé. Le Zhubishuanjing place l'horizon à la limite de la visibilité des hommes. La même explication du phénomène de l'illusion d'optique de l'horizon comme limite de notre éventail de points de visibilité est faite par Zhao Shuang, un commentateur du Shu Wei du IIIe siècle, non pas qu'ils se réunissent vraiment, mais l'œil humain est au bout du regard, et ainsi le ciel et la terre se rejoignent. Et c'est ce que j'ai mentionné précédemment, à propos de l'horizon optique. De même, selon ce modèle, les phénomènes de lever et de coucher du Soleil, ainsi que les autres corps célestes, sont des illusions d'optique. Et il arrive avec des objets qui s'éloignent, qu'en raison de la perspective, ils se perdent à l'horizon jusqu'à ce qu'ils ne soient plus visibles. Les Chinois l'expriment avec l'exemple d'une grande torche allumée la nuit, qui s'éloigne et n'est plus visible. De la même manière, ils disaient que le Soleil se tournait vers l'ouest et disparaissait. On sait désormais que dans le modèle plat, l'effet de réfraction est également important dans ce phénomène. Les étoiles aussi sont apparemment au-dessus de nous dans le ciel, et non à des années-lumière. C'est pourquoi ce phénomène se produit de la même manière. Les détracteurs de ce modèle disent que si le lever et le coucher du Soleil sont une illusion d'optique. Pourquoi le Soleil avant de disparaître semble-t-il beaucoup plus grand qu'à midi, alors que l'inverse se produit avec un objet physique? Bien que l'effet de la taille du Soleil sur l'horizon dépende aussi de la latitude d'où l'on regarde, il y a des endroits où l'image paraît plus grande ou plus petite au coucher du Soleil. La réponse à cette question se trouve peut-être là, puisque nous ne savons pas si le Soleil est réellement un objet physique, comme les autres, ou si le Soleil que nous voyons est réellement là, ou est-ce un Soleil apparent, projeté à partir d'une autre source. La science officielle elle-même nous dit que ce que nous voyons est un Soleil apparent. Il n'existe donc pas de certitude sur le Soleil et les étoiles, mais plutôt des modèles qui tentent d'expliquer les phénomènes. Selon Wang Chong, certains sages chinois ont dit que le Soleil levant et couchant sont proches, et que le Soleil de midi est lointain.
Il a également dit que lorsque le Soleil atteint son point culminant, la luminosité de la lumière du jour le fait paraître petit, mais que lorsque le Soleil se lève ou se couche, la lumière est moindre et il paraît donc plus grand. De la même manière, un incendie le jour semble petit, mais plus grand la nuit. La même chose arrive avec le Soleil, selon cet auteur. Quand le Soleil est à l'horizon, sa lumière s'éteint et il semble plus grand. Comme le décrivaient les anciens Chinois, ce que nous observons dans le ciel, c'est-à-dire les étoiles et leurs mouvements, pourrait être le résultat d'un effet optique dont nous ne savons pas avec certitude comment il fonctionne. Une possibilité, selon le modèle Gaïtian, est que le ciel était comme un chapeau chinois qui recouvrait la Terre. Une autre est que c'était comme un dôme, peut-être pas physiquement mais optiquement. En fait, Wang Chong a dit que ce serait comme un grand wok inversé. Le ciel nous apparaît sous la forme d'une coupe renversée. Selon ce modèle, le ciel est plat mais apparaît courbé. Nous savons maintenant que cela a à voir avec la perspective, la réfraction et les limites de la résolution optique. En d'autres termes, il s'agit d'une illusion d'optique qui dépend de la portée limitée de la visibilité. Ce qui se trouve aux limites de la visibilité apparaît comme dans un ciel courbé. Et cela peut être simulé dans un logiciel 3D en ajoutant l'effet des couches de l'atmosphère et la réfraction qu'elle provoque, limitant la vision au loin et faisant monter et descendre les étoiles à l'horizon, comme le faisait Steve Torrance il y a longtemps. Le Zhubi Suanjing l'appelle la distance à laquelle s'étend la vision humaine. Zhao Shuang, mathématicien chinois du début du IIIe siècle, le décrit comme l'étendue la plus éloignée du regard humain. L'horizon, dans ce cas, définit la limite du champ de visibilité de l'observateur, et c'est là que sont observés le lever et le coucher du soleil. C'est ce que dit le modèle Gaïtian. Dans ce modèle chinois, la lumière du soleil est projetée sur la surface de la Terre dans une zone circulaire bidimensionnelle. Cela est expliqué en supposant que le soleil était une sorte de lampe de poche ou de réflecteur, juste pour que cela soit compris, bien que sa représentation dans la réalité soit plus complexe. Lumière projetée sous forme de faisceau conique sur un écran. Ce qui se trouve à l'intérieur de ce cercle de lumière solaire est le jour, et ce qui se trouve à l'extérieur est la nuit. Mais la plage de visibilité, rappelez-vous, est comme un dôme virtuel dans le ciel autour de n'importe quel observateur. Le Shuwei parle également des équinoxes et des nuits polaires aux points subpolaires, ainsi que du soleil de minuit. C'est ce qu'on appelle la division égale du yin et du yang. Avec ce modèle, les Chinois étaient capables d'expliquer les différences de temps ou d'horaire dans différents endroits du monde, ce que le système présocratique du modèle plat ne faisait soi-disant pas. La direction nord dans ce modèle va toujours de l'observateur au pôle ou au centre, et le sud est la direction opposée. Les points cardinaux de ce modèle dépendent de la position de l'observateur. C'est ce qui se passe en circumnavigation, toujours par rapport au nord magnétique vers lequel pointent toutes les boussoles. C'est facile à comprendre, et les anciens Chinois l'ont également décrit. Zhao Shuang en parle. Ce que les gens appellent l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord ne sont pas des lieux fixes. Le Shuwei dit: or, dans chacune de ces 4 régions, le ciel et la terre ont 4 pôles. C'est clair dans le modèle mentionnant que chaque être humain a ses propres points cardinaux, mais toujours par rapport au nord. Ce n'est pas compliqué à comprendre, et les anciens Chinois l'ont apparemment bien décrit dans le modèle Gaïtian. Non seulement en théorie, mais sûrement grâce aux informations fournies par les voyageurs qui ont parcouru diverses parties du monde, enregistrant la durée des jours et les heures de lever du soleil à différentes latitudes, et fait les calculs nécessaires. Cela peut être facilement visualisé à l'aide d'une carte de projection azimutale équidistante, où vous voyez le pôle nord central et le pôle sud autour de l'Antarctique. Bien que ce soit le résultat de l'élaboration d'une représentation ou d'une carte, pour les Chinois du modèle Gaïtian, c'était le résultat de la conception du ciel et de la terre, et comme nous le voyons, il n'était pas du tout perdu. Le modèle Gaïtian était sans aucun doute révolutionnaire et en avance sur son temps, décrivant la forme de la Terre telle qu'observée, et tenant compte des phénomènes de jour et de nuit, les étoiles et leurs mouvements.
ainsi que les décalages horaires dans le plan, entre autres choses. Semblable à la façon dont d'autres cultures anciennes décrivaient également le monde. Bien sûr, pour ceux que le sujet intéresse, il est important de le connaître et d'en tenir compte, car on voit que tout ce qui a été dit récemment sur le modèle plat avait déjà été étudié il y a des milliers d'années dans les grandes civilisations. Mais pour une ou plusieurs raisons, ils l'ont caché et l'ont relégué à l'écart de l'humanité, en le remplaçant par d'autres informations imposées il y a quelques siècles. La vérité, tôt ou tard, trouvera toujours son propre chemin pour venir à la lumière. Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.